Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition du 19h. C'est aujourd'hui que sont entrées en vigueur les nouvelles modalités d'application du pass sanitaire, notamment dans les restaurants de la Principauté. Nous verrons comment cela s'est passé sur le terrain et nous ferons également un point complet sur la pandémie avec le directeur de l'action sanitaire, Alexandre Bordero. Il nous annoncera notamment que les tests pratiqués au retour de congé et vivement recommandés vont être gratuits jusqu'au 11 septembre. Comme chaque lundi, une actualité sportive très riche, à commencer par la belle victoire, le bel exploit de l'équipe de rugby à 7 monégasque. Elle a remporté samedi soir la deuxième étape de l'Inextinso Super Sevens, le championnat de club professionnel de rugby à 7 français, et a décroché par la même occasion son ticket pour la finale en novembre. Le manager du Monaco Rugby Sevens, l'ancien rugbyman Frédéric Michalak, sera notre deuxième invité. Nous reviendrons également sur la défaite à domicile de l'AS Monaco FC face à Lens, 2-0. De mauvais augure avant le match retour de barrage de Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk mercredi. Il était de passage à Monaco ce week-end. Vous entendrez Moutaz Essam Barchim, le champion olympique de saut en hauteur. Son geste avait marqué les esprits à Tokyo. Il avait fait le choix de partager sa médaille d'or avec l'Italien Gianmarco Tamberi plutôt que de se départager avec un ultime saut. Il reste encore 15 jours de congé pour les élèves de Monaco, mais cela ne fait pas pour autant oublier les enjeux à venir. Certains se sont même déjà remis au travail pour aborder de la meilleure des manières la rentrée. Nous découvrirons le Monaco Famille Concept qui accompagne ces élèves. Mais débutons donc ce journal avec l'information du jour, l'entrée en vigueur du pass sanitaire obligatoire. Vanessa Dessy et Sylvain Péroumal sont allés voir à la mi-journée sur le terrain comment tout se mettait en place. Voyez leur reportage. C'est désormais un sésame indispensable pour pouvoir entrer dans un bar ou un restaurant. Le pass sanitaire devient obligatoire pour tous, mais compte tenu du moindre risque de contamination en extérieur, il ne sera toutefois pas requis pour les monégasques résidents et salariés âgés de plus de 18 ans souhaitant s'installer sur une terrasse entièrement ouverte. Une nouveauté plutôt bien accueillie par les restaurateurs de la Principauté. C'est plus qu'une bonne chose, c'est invitable, je pense. C'est une très bonne chose pour Monaco. Et 90% c'est de la réservation. Et après, les personnes que nous refaisons, c'est vraiment le touriste qui est là, qui est venu visiter Monaco, qui d'un coup voit le restaurant et souvent, oui, n'ont pas de passe. Alors, bon, Monaco, on a la chance que, oui, on est super contrôlé depuis le départ et en fin de compte, je crois que c'est important. Bon, Monaco, il y a du personnel pour le faire appliquer, la police est là aussi, donc ça fonctionne. C'est un peu plus compliqué à gérer, mais ils nous permettent probablement de ne pas perdre de travail. On est content que le gouvernement il est quand même à notre écoute et on cherche de gérer ça au notre mieux. En outre, un délai supplémentaire d'1 mois est accordé aux plus jeunes, les monégasques résidents ou scolaires de la Principauté, âgés de 16 et 17 ans, ne seront pas tenus de présenter un pass sanitaire pour accéder aux restaurants et bars d'ici le 23 septembre prochain. Le pass sanitaire obligatoire à compter d'aujourd'hui alors que la pandémie semble légèrement marquer le pas à Monaco. Mais en cette période cruciale qui oscille entre flux important de touristes et retour de congés pour les monégasques et résidents, nous avons souhaité faire le point avec le directeur de l'action sanitaire. Bonsoir Alexandre Bordero. Bonsoir. Quelle est la situation actuelle? Tout d'abord, le taux d'incidence est-il en baisse? Le taux d'incidence, après avoir eu une hausse importante en juillet, est en légère baisse par rapport à fin juillet, mais semble se stabiliser aux alentours de 200, aujourd'hui aux alentours de 190. Donc pour l'instant, avant de parler de baisse importante, on va parler de stabilisation du taux d'incidence. Plus de 90% des cas sont dus aux variants Delta. Le pass sanitaire qui entre en vigueur aujourd'hui, pour tous, obligatoire, sauf les jeunes de 15 à 17 ans, puisqu'il a été adapté. En terrasse, il ne sera pas nécessaire. Est-ce à dire que la contagion est moindre en extérieur ?
Alors, la contagion est sans doute moindre en extérieur qu'en intérieur, puisqu'il est aujourd'hui bien connu que le virus se transmet mieux dans les milieux fermés. Donc le pass sanitaire ne sera pas obligatoire pour les monégasques et résidents sur, par exemple, les terrasses de bars et restaurants. Mais par contre, il sera obligatoire en intérieur. Le pass, c'est un coup d'arrêt à la propagation, car il assure de la négativité de son détenteur. Le pass assure notamment pour les vaccinés le fait qu'on ne pourra pas faire de forme grave. Ensuite, il faut savoir que lorsque vous êtes vacciné, vous pouvez quand même être porteur sain du virus et éventuellement le transmettre, mais dans des proportions un peu moindres. Donc il faut quand même rester prudent, même si on a un pass sanitaire, et respecter un certain nombre de règles et de gestes barrières. Alexandre Bordero, aujourd'hui, lorsque l'on rentre de congé, il est recommandé de se faire tester. Cela concerne les non-vaccinés, les immunisés, tout le monde, hein, puisque vous nous expliquez que dans certains cas, on peut contracter la maladie plusieurs fois. Jusqu'au 11 septembre, on pourra aller se faire tester sur rendez-vous, bien sûr, après avoir pris rendez-vous au centre Covid, mais sans prescription médicale, que ce soit pour les résidents, les monégasques, les scolarisés à Monaco, mais aussi les travailleurs qui, jusqu'à aujourd'hui, avaient besoin d'une prescription médicale pour faire un test PCR à Monaco. Le test gratuit, c'est une information importante. Le pass sanitaire reste un outil précieux, mais l'arme ultime, c'est la vaccination. C'est la principale recommandation gouvernementale, soutenue également par le Conseil national. Le virus continue à circuler quoi qu'il arrive, et donc c'est la vaccination qui est l'arme ultime, et particulièrement, tout particulièrement pour les personnes âgées, pour les gens qui ont plus de 60 ans, pour les gens qui ont plus de comorbidité. On ne peut que conseiller d'aller se faire vacciner, parce que c'est quand même parmi les gens hospitalisés la grande majorité. Mais vous comprenez les réticences ? C'est compréhensible, il faut expliquer, il faut répéter. Aujourd'hui, sur ce vaccin, on a quand même un an de recul. Hein. Ce sont des vaccins qui sont particulièrement surveillés dans le monde entier. Donc vous pouvez y aller, et surtout si vous êtes une personne âgée, surtout si vous avez des comorbidités ou des maladies chroniques, de l'obésité, etc. Enfin, toutes ces maladies qui ont été largement décrites, il faut absolument vous faire vacciner. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que le taux de vaccination à Monaco est satisfaisant ? Alors, il est satisfaisant, mais il faut encore que nous allions convaincre un certain nombre de personnes, notamment dans les tranches que je viens de vous décrire. Donc, il y a encore du travail à faire, il y a encore de la conviction à établir parmi ces populations. Allez vous faire vacciner. Merci d'avoir répondu à ces questions qui reviennent très fréquemment autour de la pandémie de Covid-19 et qui sont extrêmement commentées. Merci à vous. Le bilan ne cesse de s'alourdir en Haïti après le séisme dévastateur qui a touché le sud du pays. Mais un élan de solidarité a vu le jour pour venir en aide aux sinistrés. Bonsoir Alexandra Pani. Bonsoir Patricia. 2207 personnes sont décédées dans cette catastrophe. Plus de 12 200 blessés sont recensés et 344 personnes disparues. Haïti paye une nouvelle fois un lourd tribut suite au séisme qui s'est abattu sur cette partie de l'île. 600 000 personnes sont affectées par le tremblement de terre et ont besoin d'une assistance d'urgence. Sous l'impulsion du prince souverain, la Croix-Rouge monégasque vient de débloquer la somme de 50 000 €, une somme qui sera versée à la Croix-Rouge haïtienne. Les fonds seront affectés aux abris, aux moyens de subsistance, aux besoins de base en santé et eau. Si vous souhaitez aider en réalisant un don, rendez-vous sur le site de la Croix-Rouge monégasque qui s'affiche sur votre écran. Il y avait ce week-end une importante actualité sportive. Nous serons dans quelques instants avec le manager de l'équipe de rugby à 7 de Monaco qui a remporté samedi le tournoi de Toulouse. Mais pour débuter ce chapitre sportif, les mauvais comptes tout d'abord de l'ASM FC battu sur son terrain samedi face à Lens.
En effet, le verrou lensois ne s'est pas brisé ce week-end malgré des statistiques en faveur de l'AS Monaco. Les Rouges et Blancs s'inclinent 2-0. L'entraîneur s'est exprimé sur ce qui est selon lui leur moins bon match de la saison. Il dit vouloir revenir aux fondamentaux, retrouver un état d'esprit, la passion et se battre les uns pour les autres. Prochain rendez-vous très important pour les Monégasques, mercredi pour le match retour face au Shakhtar Donetsk pour espérer rejoindre les groupes de la Ligue des Champions. C'est l'une des images les plus médiatisées et les plus emblématiques peut-être des Jeux Olympiques de Tokyo. Le médaillé d'or Moutaz Barchim était de passage à Monaco ce week-end, Alexandra. Le 1er août, cette finale du saut en hauteur entre dans l'histoire avec cette médaille partagée entre le Qatari Moutaz Barchim et l'Italien Gianmarco Tamberi. Les deux finalistes ont réussi un parcours sans faute jusqu'au saut à 2,39 m, les laissant donc à égalité à 2,37 m. Un barrage est normalement prévu pour les départager, sauf s'ils décident de ne plus sauter. Et c'est ce qu'il se passera. Les deux hommes tombent d'accord immédiatement sur le partage de la médaille. Le Qatari était de passage à Monaco. Christine Datomel l'a rencontré. On écoute son sentiment sur cette finale qui restera, on l'imagine bien, à jamais gravée dans sa mémoire. I didn't even thought twice. So when the referee came to us and asking like, do you need a jump off? So decide who's gonna go home with silver, who's gonna go home with gold. For me, was like not even a question. I look at him and I said, can we have 2 golds? And he said yes. And before he even finished his sentence, we were already celebrating. And again, one of the main reasons why I share with him, because me and him are very close friends, and we share the same critical injury that could actually end up our careers. Coming all the way from there to where we are today, it's tremendous, and I appreciate that. So having 2 golds is the ultimate finish. That's the motto of the Olympic and motto of the sports, you know, further, faster, higher, and now they add that together, which I guess is a life example of what just happened. Le Qatari et l'Italien savourent ensemble leur belle médaille d'or, une médaille du partage et une belle manière de représenter l'esprit olympique souhaité par Pierre de Coubertin. Après les Fiat 500 il y a quelques semaines, nous avons pu découvrir un autre type de cylindrée dans les rues de Monaco samedi, au moteur, disons, un peu plus gonflé. De grosses cylindrées qui ne passaient pas inaperçues au milieu des nombreux touristes. Les membres du Lamborghini Club ont proposé un défilé dans les rues de la Principauté, Port Hercule, Casino de Monte-Carlo, en terminant sur le Rocher devant le Palais Princier. Je vous le disais en titre, quel exploit! L'équipe de rugby à 7 de Monaco a remporté la 2e étape de l'Inextinso Super Sevens. C'est le championnat français de rugby à 7. Cette victoire est synonyme de qualification directe pour les phases finales qui se tiendront début novembre à Paris. Et cela permet donc aux Monégasques d'aborder sereinement la 3e et dernière étape qualificative samedi à La Rochelle. Le manager du Monaco Rugby Sevens est notre invité. Bonsoir Frédéric Michalak. Bonsoir. On savait que l'équipe monégasque était solide. Aix avait laissé entrevoir de très belles choses, mais cette victoire à la 2e étape à Toulouse, elle a bluffé tout le monde. Ouais, ben, tant mieux. C'est vrai qu'on avait vraiment à cœur de faire une performance à Toulouse. Donc voilà, avec une équipe qui ne se connaît pas à la base. Ce sont des joueurs qui viennent un petit peu partout. Et on a réussi à créer une bonne cohésion, un bon collectif. Et on sent qu'on a une équipe qui monte en puissance au fur et à mesure. Donc forcément, ça a payé sur Toulouse et on espère encore que cela va payer à La Rochelle. Est-ce que l'on peut revenir justement sur la genèse de ce projet? Parce que l'équipe est toute jeune. Racontez-nous comment est venue l'idée de construire cette équipe pour intégrer le championnat français de rugby à 7. Ça remonte à déjà il y a un peu plus de 5 ans. C'était une idée entre 2 amis et une personne qui est maintenant président du Monaco Rugby Sevens, Emmanuel Falco. Et la Ligue nationale de rugby avait cette envie forte de monter un championnat professionnel de rugby à 7. Et là, on s'est dit, bon, ben, est-ce qu'on y va? Et nous, sportivement, ben, forcément, on est sur le même chemin, on a envie de performer. Pour bien comprendre, hein, c'est l'équivalent des championnats de France de Ligue 1 en foot ou de Jeep Elite et bientôt Betclic Elite pour le basket. C'est ce que l'on fait de mieux en France en rugby à 7, hein, ce championnat, avec des modalités donc un petit peu différentes puisqu'il y a des phases qualificatives et puis une phase finale ultérieurement. Exactement, c'est déjà le premier championnat professionnel de club
Dans le monde, ça n'existe pas. Il y a aujourd'hui les World Series ou des tournois qualificatifs ou les Jeux Olympiques au rugby à 7. Mais là, c'est la première fois qu'on a l'ensemble des clubs de top 14 qui se jouent, plus 2 équipes invitées, donc les Barbarians et nous, Monaco Rugby 7. Pour parler de cette équipe, nous avons annoncé la semaine dernière l'arrivée de la recrue de poids, Cécile Africa. Mais la victoire de samedi, elle s'est vraiment construite avec toute l'équipe. Elle s'est construite avec toute l'équipe. C'est la force d'un collectif. Et on leur a dit, c'est pas des individualités. Et le travail qui est effectué toute la semaine, il est forcément sur le terrain, mais il est essentiellement en dehors du terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon ambition, c'est d'avoir de belles personnes et de bonnes personnes. Et ensuite, de les aider à performer sur le terrain à travers notre jeu, puisqu'on a une identité de jeu, on a quelque chose que l'on a envie de créer avec tous les joueurs qui sont parmi nous. Vous avez rejoint La Rochelle où se disputera la 3e étape le week-end prochain. Avec la victoire à Toulouse, vous êtes d'ores et déjà qualifié pour la finale en novembre à Paris. Dans ce contexte, comment allez-vous aborder le 3e tournoi? On sera en finale au mois de novembre, mais maintenant l'objectif du club, il est de continuer de performer. En tout cas, je pense que les joueurs, eux, individuellement, ont envie de continuer de performer. En tout cas, c'est sûr sur quoi on travaille cette semaine. Frédéric Michalak, avec le président Emmanuel Falco, quelles sont vos ambitions à court terme, c'est-à-dire en novembre à Paris, hein, que peut-on espérer à la finale, et puis à plus long terme? À court terme, c'est pour nous déjà, c'est ce match à La Rochelle, ce tournoi à La Rochelle. Ensuite, forcément, il faut déjà commencer à travailler novembre. La chance que l'on a, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui sont avec nous. On a une rotation sur les 3 tournois. Donc, on peut aussi identifier les joueurs qui potentiellement reviendront en novembre. Après, sur le long terme, c'est de travailler sur une filière de rugby à 7 à Monaco. Je crois que c'est là aussi où il faut travailler à la fois en tant que club professionnel, mais aussi sur la formation. Et là, il y a des bonnes relations qui sont faites avec le rugby à 15 notamment, mais aussi travailler aussi avec les fédérations extérieures, avec les clubs extérieurs. Il y a des clubs comme Nice, il y a d'autres clubs aussi qui évoluent dans des divisions inférieures. Et là, on a, je pense, un coup à jouer, surtout dans la zone géographique où se trouve Monaco. Voilà la suite d'une belle aventure. Merci Frédéric Michalak d'avoir été avec nous aujourd'hui après cette superbe victoire samedi à Toulouse. Et nous suivrons bien sûr de très près sur Monaco Info la 3e étape à La Rochelle samedi avant les phases finales à Paris en novembre. Le compte à rebours pour la rentrée des classes est lancé. Le stress va monter peu à peu pour les élèves qui profitaient jusqu'à présent de vacances bien méritées. Il va falloir se remettre en ordre de marche et pour cela, certains ont choisi d'effectuer un stage de pré-rentrée. Julia Vial et Jean-Alexandre Dord ont assisté à une session de travail à Monaco Famille Concept. La plupart des élèves de la Principauté vont reprendre le chemin de l'école dans une dizaine de jours. Pour cette structure de soutien scolaire, les demandes ont explosé. Il est urgent de se rafraîchir les idées. La rentrée me stresse vu qu'on est à peine à 2 semaines de la rentrée. Et donc je voulais me préparer pour que je ne sois pas surpris lors de la rentrée. J'avais des difficultés et c'est grâce à Sandrine qu'elle m'a aidé et maintenant je comprends et je sais résoudre ça par cœur. Ces stages de pré-rentrée se déroulent de 10h à midi en petits groupes de différents niveaux. Alors que certains sont venus pour pallier des lacunes, d'autres veulent découvrir de nouvelles choses. Je suis surtout venue ici pour commencer un peu l'italien. Et aussi, oui, réviser les maths et le français. Monaco Famille Concept propose du soutien scolaire dans toutes sortes de matières depuis plus de 12 ans. La structure a ainsi pu bien identifier les problèmes récurrents des élèves. Un manque de confiance en eux. Des difficultés à comprendre des petits détails des cours et donc on donne un petit coup de pouce à chaque fois. Cette année, en plus du stress généré par l'école au quotidien, s'est rajouté les craintes liées à la crise sanitaire. Des élèves, beaucoup d'inquiétudes. Je pense qu'on a fait beaucoup de psychologie, hein, je dirais peut-être plus que d'enseignement à ces moments-là, où les enfants avaient besoin d'être rassurés, les parents aussi. Vous avez peur de perdre pied. Donc on les a remis tranquillement. Hein, après, l'Éducation nationale a fait un travail formidable hein, dans le travail à distance. Donc on était plus à les accompagner, mais je dirais pour les rassurer, que sur le fond finalement, où les profs ont très bien fait leur travail par ailleurs.
Chaque année, une centaine d'élèves franchissent la porte de Monaco Famille Concept avec comme objectif de devenir encore meilleurs. Afin de mesurer le chemin parcouru grâce à ce soutien scolaire, une évaluation est réalisée en début et en fin de stage. Et vous savez ce que l'on a coutume de dire, le travail paye toujours. Passons aux prévisions météo pour la journée de mardi. La dégradation se confirme, Alexandra. Un temps encore incertain pour ce mardi, Patricia. Le ciel s'assombrira dans la journée avec des risques d'orage et d'averses. Le soleil pourra tout de même faire quelques apparitions. Les températures seront encore chaudes, allant de 20 à 25 degrés. L'eau est à 25 degrés également. Et le 24 août, nous célébrons la Saint-Barthélemy. Voilà pour les prévisions météo, pas tout à fait estivales. Nous nous quittons sur la série de photos du jour, des photos qui mettent à l'honneur les valeureux rugbymen de l'équipe de rugby à 7 de Monaco, dont nous évoquions dans ce journal la superbe victoire samedi au tournoi de Toulouse avec leur manager Frédéric Michalak, et des clichés pris par Michael Alési lors de leur préparation dans le Var à Brignoles. Je vous donne rendez-vous demain à 19 h pour une nouvelle édition. Merci de nous suivre quotidiennement sur Monaco Info. Très belle soirée à vous.